Est-ce que c'est un héros ou un zéro? Héros. Héros, vous vous en doutez. De qui je veux parler donc d'Emmanuel Macron dans sa gestion du conflit ukrainien. On ne peut pas dire que ça a été une réussite quand même. Il a essayé de faire une médiation. L'Élysée s'en est réjoui et le soir même, la Russie a reconnu quand même l'indépendance des régions ukrainiennes pro-russes. Oui, c'est un problème, mais par contre, il a joué son rôle. Il a joué son rôle de médiateur. Il continue à le faire. Il n'est pas le seul, et heureusement d'ailleurs qu'il n'est pas le seul. Après, évidemment, cette crise, elle est compliquée. On ne peut pas dire que Vladimir Poutine soit quelqu'un à table qui soit particulièrement respectueux des discussions et des engagements. Donc, on va voir la suite ce que ça va donner. Il faut juste espérer. Moi, en tout cas, je l'espère. Et j'ai confiance dans le président de la République, mais aussi dans ceux qui portent une voix pour que la paix soit garantie. Parce que moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est que l'escalade succède à la désescalade qui était théoriquement prévue. Les Français aussi sont attentifs à cette crise. Bien mais sûr. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'a pas essayé de faire un coup politique parce qu'il devait se déclarer un petit peu plus tôt, on en avait parlé d'ailleurs quand vous avez organisé une conférence de presse la semaine dernière. Est-ce qu'il n'a pas essayé aussi de profiter de la crise ukrainienne pour consolider sa stature internationale? Et finalement, ça a été un échec. Alors, profiter, je ne suis pas sûr qu'il ait parié sur le fait qu'il y ait une crise internationale avec des risques aussi forts juste pour faire campagne. Honnêtement, ça, je ne peux même pas l'imaginer. Mais si sa médiation avait été réussie, ça aurait été à son crédit. Là, il y a quand même Bien sûr, mais de toute façon, il était dans son rôle, tout simplement. Il était dans son rôle de tenter une médiation. Puis je vous rappelle qu'il il assure la présidence de l'Europe. Donc il y va aussi avec un certain statut pour faire cette médiation. Encore une fois... pas d'arrière-pensée politique, c'est ce que vous me dites. Mais l'arrière-pensée politique, il est dans son rôle de faire les choses. Après, on peut penser tout ce qu'on veut. Pour terminer sur cette petite page internationale qui nous arrive pas souvent, mais qui est importante parce qu'elle concerne des fois indirectement ou directement le Gard. Un mot sur la place de la France à l'étranger, parce qu'il y a eu l'Ukraine. Il y a aussi la perte des contrats sous-marins. Il y a eu le retrait des troupes au Mali. D'ailleurs, on rappelle qu'un légionnaire est décédé il y a quelques années du régiment de l'Odin. On a le sentiment que la France, elle perd de son influence sur la scène internationale. Est-ce que vous avez le même sentiment? En tout cas, elle a gagné en Europe. Ça, indéniablement, avec Emmanuel Macron, elle a gagné sa place en Europe. Par contre, de l'influence qu'on puisse en perdre, évidemment, entre deux puissances, encore une fois, j'allais dire même trois puissances, États-Unis, Russie et Chine. Non mais c'est quand même extraordinaire de ne pas pouvoir... on peut respecter un minimum. Bon, merci. Quand même, c'est incroyable. Non, je ne suis pas là pour débattre avec vous sur le sujet. Non, il a dit... Non, absolument pas. Peut-être juste un exemple. Exactement, c'est ce que je voulais savoir. Un tout petit exemple, après je vais continuer l'interview, sur sa réussite européenne. En quoi il a réussi... la cohésion de l'Europe. Déjà, il a réussi une chose que personne n'avait fait avant, c'est réussir enfin à faire emprunter l'Europe. Les pour financer, bien sûr. Elle est à combien la dépense? Le grand emprunt européen. Je vous rappelle que les investissements, c'est ce qui fait que ça fait un ciment et un lien entre les pays. Enfin, on a emprunté, l'Europe a emprunté pour financer, pas que pour la France, évidemment, ça a aidé l'ensemble des pays européens. Et Emmanuel Macron a réussi à l'époque à convaincre Angela Merkel, qui était plutôt réticente, parce que la dette, pas évident. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu des présidents de la République qui se sont cassés les dents auparavant sur le sujet. Emmanuel Macron pourrait déclarer sa candidature la semaine prochaine. C'est la date de la fin de dépôt des candidatures, c'est au 4 mars avec les 500 parrainages. Un premier meeting devrait s'organiser à Marseille le 5 mars. Vous allez y aller? Déjà, vous me l'apprenez qu'il y a un meeting le 5 mars à Marseille. Vous lisez pas la presse, vous lisez pas nos confrères. Oui, vous me l'apprenez. C'est pour ça, il fait tellement confiance à ses équipes qu'il ne prévient pas. Vous avez récemment lancé les comités de réélection d'Emmanuel. On va finir, on va vous donner la parole, vous poserez votre question à notre invité. Excusez-moi. Vous avez récemment lancé les comités de réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez convaincu les élus pour y participer? Parce qu'on savait que c'était un peu compliqué. Vous n'avez pas beaucoup d'élus en marche, notamment depuis les défaites successives aux municipales, régionales et départementales. Bien sûr, d'ailleurs c'est une problématique sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ça porte discrédit à Emmanuel Macron au regard du nombre de signatures qu'il a déjà aujourd'hui partout en France. Dans le Gard, aujourd'hui, on a une douzaine de signatures. Il y en a eu 20 en 2017. Il y en a eu 20 en 2017. Ça va, on n'est pas trop loin. C'est pas que des gens qui sont chez En Marche. Il y a certains élus En Marche, évidemment, très peu.
je vous le concède. Il y a des élus de la majorité présidentielle avec certains partis, et puis il y a des élus sans étiquette qui ont signé pour Emmanuel Macron. Qui adhèrent à ces comités de réélection. Oui, bien sûr. Et l'objectif de ce comité est de c'est de faire c'est une dynamique à donner après sur le terrain. Forcément, que lorsqu'on lance des comités de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron, forcément, c'est une dynamique à donner sur le terrain et qui va aider pendant la campagne électorale derrière le président. Voilà. Vous avez commencé à vous réunir dans le Gard ? Les crèmes ? Oui. Oui, ils vont se réunir. Non, les crèmes, on les a lancées, maintenant on va les réunir. Doucement, mais sûrement, certainement. Bien Emmanuel sûr. Macron, on l'a dit, est en tête dans les intentions de vote. Toutefois, il fait face quand même à beaucoup d'électeurs mécontents qui se réfugient ou qui trouvent... qui adhèrent aux thèses de la droite et de l'extrême droite. Comment vous pouvez rassembler le plus largement possible ? Mais c'est à nous de convaincre d'abord, que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Donc ça, tous les jours, on se bat pour défendre ce bilan-là. C'est ce que vous avez essayé de faire ces derniers mois, bien sûr, convaincre c'est ce qu'on a fait, sur le bilan. Exactement, parce que de toute façon, le projet est en train de se construire. Et c'est votre difficulté. Et bien sûr que c'est la difficulté. Vous ne pouvez pas convaincre aujourd'hui les électeurs sur votre projet. S'il y a quelque chose que moi, je regrette dans cette attente sur la candidature, c'est que le projet, on est obligé d'attendre aussi qu'il y ait le candidat. On ne va pas sortir le projet avant le candidat. Et c'est aussi frustrant pour vous, du coup. Bien sûr, un petit peu, mais c'est comme ça, mais on défend le bilan, on avait beaucoup de choses à faire et on est prêt. Par contre, je peux vous dire que les équipes sont prêtes. Toujours pour rester sur le côté, sur les adversaires d'Emmanuel Macron, certains, on l'a vu, sont assez virulents. Emmanuel Macron, il en avait d'ailleurs remis une couche quand il parlait d'emmerder les non-vaccinés. Ouais. Est-ce que pour vous, c'était une erreur ? J'aurais pas employé le terme. Oui. Avant de redonner la parole à Coralie, on va donner la parole à nos sociétaires pour qu'ils puissent interpeller notre invité. On démarre avec Adelin. Pourquoi il n'y a pas de réaction de Marlène Schiappa sur l'affaire Mila ? Pourquoi les féministes du gouvernement, là, qui sont si promptes à nous faire des leçons de morale en permanence, là, il y a zéro, il n'y a personne ? Mais peut-être parce que la réaction, elle est en train de se mesurer aussi, parce qu'il faut savoir aussi pas réagir n'importe quoi sur le sujet. Pardon ? Une semaine de décalage ? Mais écoutez, vous leur demanderez. Ouais, y a pas de problème. C'est ça votre réponse, sérieusement ? Oui, c'est moi ma réponse. Sur un sujet aussi grave que ça ? Ouais, c'est ma réponse. D'accord, bon écoutez. Brahim, votre question à notre invité. Ça va, Jérôme ? Je suis en pleine forme. Bon, pas énervé ? Absolument pas. Un petit peu, t'as mieux. Absolument pas. Alors, Jérôme, voilà, donc on s'est croisés à plusieurs reprises, donc on a pu échanger. Quand est-ce que vous allez pouvoir vous émanciper réellement ? Mais de quoi, d'abord ? Au niveau des élèves, on vous voit un peu référent, mais vous y allez à demi-mot. On sent que vous avez envie de vous engager. Je ne sais pas, je ne vous vois pas vous parler de vous présenter par exemple aux législatives, carrément. Si vous avez su un peu ce que j'ai quand même déclaré plusieurs fois, je n'ai dit que je ne serais pas candidat aux législatives. Mais pourquoi en fait ? C'est une crainte, non. Vous ne faites pas confiance mutuellement. Il y a déjà un député En Marche d'ailleurs sur votre circonscription. Mais j'entends. Calmement, il ne faut pas s'emballer. Jérôme, on ne va pas remettre les règles de boxe ce soir, c'est pas le moment. J'en ai jamais mis. C'est pour ça. J'en ai jamais mis, donc c'est pas maintenant que je commencerai. Et je n'ai jamais dit que le bilan de Macron est catastrophique. D'ailleurs, vous voterez peut-être pour Emmanuel Macron. Et pourquoi pas si Jérôme arrivait à me convaincre, mais pas ce soir, trop énervé, trop tendu ce soir. Donc je pense pas. Qu'est-ce qui ferait que je serais candidat aux législatives, puisque j'ai annoncé que je ne serais pas candidat aux législatives. Voilà. Non, je peux vous dire mieux. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que vous avez de l'ambition politique ? Est-ce que vous avez de l'ambition politique ? Mais l'ambition politique, quand même, mes fonctions depuis que... Ça fait 25 ans que je suis en politique. J'ai été élu de terrain, j'étais premier adjoint, conseiller municipal. J'ai été candidat aux élections régionales. Voilà, c'est bon, mais je ne vais pas être candidat à tout. Pas aux législatives en tout cas, mais peut-être à d'autres élections. Vous vous interdisez rien. Peut-être dans 5 ans avec Horizon et Édouard Philippe. Rigole pas parce qu'ils vont récupérer des élus. Ils auront zéro voix, mais des élus. Sûr pas avec Éric Zemmour, ça c'est sûr. Ah bah oui. On est d'accord. La victoire vous fait peur, c'est ça ? Jérôme, là au moins on est d'accord tous les deux. Voilà. Allez, on enchaîne. Allez Coralie. Sur le bilan, le programme. Alors d'abord, le programme, je sais que ça va être un peu compliqué, mais au moins le bilan. De quoi vous êtes le plus fier dans le bilan d'Emmanuel Macron ? Toute l'action qui a été menée vis-à-vis des entreprises et qui ont conduit derrière une réussite sur l'emploi. Honnêtement, tout ce qui a été mené depuis 2017, avec les baisses de charges notamment sur les entreprises, et toute la partie fiscale aussi qui a été menée, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la fiscalité n'a jamais été aussi basse. Alors juste une parenthèse, on recevait Éric Giraudier et lui nous a dit le contraire. Finalement, entre la baisse des prélèvements et la hausse d'autres prélèvements, il se retrouve pareil. Ah bah oui. Mais les baisses de charges ont été importantes pour les entreprises, elles en ont profité, elles ont pu embaucher pour certaines, parce que c'est aussi ce qu'on attendait derrière, qu'il y ait de l'embauche qui soit faite.
Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un plan de relance. L'économie se porte plutôt pas mal. Ça ne veut pas dire que le pays va bien. Je distingue bien les deux. Mais aujourd'hui, on est sur une bonne pente. Et si les bonnes mesures n'avaient pas été prises auparavant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, j'avais un espoir ce soir. On va voir si vous arrivez à le concrétiser. Pour sa campagne, la stratégie apparemment d'Emmanuel Macron, on lit nos confrères de la presse nationale, pourrait être de marteler quelques propositions phares, histoire d'être le plus audible possible. Est-ce que vous en avez une à nous dévoiler ? Non, j'ai pas de proposition phare. Par contre, j'ai des sujets qui vont être largement portés pendant la campagne. L'éducation, la décarbonation, avec la transition énergétique et notamment le sujet de l'énergie qui va être un des points très importants. Voilà 2 sujets qui vont être largement présents. Parce que l'éducation, évidemment, elle ne fait pas partie de beaucoup de programmes. Mais par contre, nous serons certainement les seuls à porter aussi haut l'éducation. Et le pouvoir d'achat, parce que est-ce que cette fois, vous allez faire un peu rêver les Français ? Quand on voit qu'en 2017, Emmanuel Macron, il a fait notamment campagne sur la fin de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sur les salaires. C'est une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même à peu près 3 milliards d'euros de dette et on a un déficit public à 7%. Oui, alors, est-ce que ces 5 prochaines années vont être placées sous le sceau de la rigueur ? Pourquoi la rigueur ? Aujourd'hui, on est sur la croissance. Et la croissance, je le rappelle, je sais qu'on râle largement quand il y a la dette qui est faite. Je vous rappelle que la dette, elle est là pour structurer l'économie. Et lorsqu'on structure l'économie, derrière, c'est comme ça qu'on engage la croissance. Et la croissance permet de rembourser la dette. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Et c'est pour ça qu'on crée de la dette. C'est justement 2800 milliards. C'est 2900 milliards. Oui. Ça fait 783 euros par Français par foyer par mois. Donc c'est irremboursable. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? Est-ce que vous allez pouvoir faire rêver les Français au regard de cette dette ? Le but, c'est surtout pas de faire rêver, parce que la pire des choses, c'est d'avoir des rêves et que tout ne soit pas réalisé derrière. Et en général, c'est la grosse déception. Par contre, donner de l'espoir et dire qu'on va poursuivre les réformes, bien sûr qu'on va continuer de réformer le pays, on va continuer de le réformer, tout simplement parce que c'est la nécessité pour que notre économie puisse bien se porter et que derrière, du coup, ça bénéficie à l'ensemble des Français. Alors, étant donné que vous n'avez... Je vais vous redonner la parole aux sociétaires. Finissez, Coralie. 2 dernières questions et vous pourrez réinterpeller. Ce soir, ils sont en forme, nos sociétaires. Je pense que c'est parce que vous êtes avec nous ce soir sur le plateau. Vous représentez la majorité présidentielle. On fait aussi une forme de bilan, d'interpellation ce soir. Et c'est bien normal. Bon, Coralie, je vous en prie, 2 dernières questions par contre, Coralie. On va essayer de ne pas trop déborder. Étant donné que vous n'avez pas de proposition à nous dévoiler, on va vous faire agir sur celle de vos concurrents. Alors, pour améliorer notre pouvoir d'achat, Éric Zemmour et Valérie Pécresse proposent tous les 2 de défiscaliser les heures supplémentaires et d'alléger les droits de succession. C'est déjà fait pour les heures supplémentaires, donc il faudrait se mettre à la page. On nous a suffisamment reproché d'avoir repris la mesure Sarkozy, donc c'est certainement la plus grosse erreur de Hollande, c'est d'avoir refiscalisé à l'époque. Vous n'avez pas défiscalisé donc pour les si, bien sûr que si. Par contre, l'autre, c'est excusez-moi. Alléger les droits de succession. J'y suis complètement favorable. Je pense qu'il y aura des propositions en ce sens. Est-ce que ça sera la course aux chiffres qui fera plus, qui fera moins ? Je ne sais pas, mais il y aura une proposition là-dessus. 2 derniers mots sur les législatives. Bon, alors on va aller rapide comme ça. Allez. Un mot d'abord ne suis pas candidat. Oui, alors ça on l'avait compris. Un mot d'abord sur Annie Chapelier, qui a été l'une des figures du renouvellement politique prôné à l'époque par En Marche. 5 ans après, quel bilan faites-vous de son action en tant que députée ? C'est quelqu'un qui a travaillé sur pas mal de textes de loi, notamment. Après, derrière, moi, je lui reproche de ne pas avoir respecté la loyauté, ce qu'on appelle la loyauté, lorsqu'on est élu avec une étiquette, et que finalement, on considère qu'on n'est plus respecté soi-même, ou qu'en tout cas, on est en désaccord. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne change pas de parti. Alors c'est un échec de la société civile. On démissionne et on remet son mandat en jeu. Elle ne l'a pas fait, j'aurais préféré qu'elle le fasse comme ça. Ça serait plus crédible dans sa façon de critiquer aujourd'hui le gouvernement. Pour vous, c'est un problème de personne ou plus largement, pour vous, c'est un problème de personne ou plus largement, ça témoigne un peu de l'échec de l'entrée de la société civile en politique ? Il y en a d'autres qui ont réussi, donc il y a forcément des échecs et des réussites. Et ma dernière petite question, du coup, sur la 2e circonscription, la petite Camargue, quelle va être votre stratégie ? Je l'ai déjà dit, on ne sera pas des apprentis sorciers. Donc notre but, il n'est absolument pas de participer à la réélection de l'extrême droite sur cette circonscription-là. Par contre, l'extrême droite est divisée, d'ailleurs. Elle est en difficulté sur ce territoire. On ne soutiendra pas n'importe qui et à n'importe quel prix. Donc c'est-à-dire que moi, les candidats qui soient de droite ou de gauche, mais qui passent leur temps à taper sur le président et à insulter les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, franchement, ça donnera pas envie. Et vous pourriez investir un candidat, un ministre par exemple ? Mais bien sûr, bien sûr. Sinon, à titre personnel, on va vous donner la parole dans quelques instants, Adrien. Mais vous, à titre personnel, est-ce que vous avez une préférence pour Frédéric Touzelier
ou pour Catuiguillou? Ah, c'est une bonne question. J'aime beaucoup Frédéric Touzelier. Vous avez répondu. Ah, vous aimez beaucoup Frédéric Touzelier. Coralie, votre ancienne camarade Catuiguillou risque de mal le prendre, mais... Je vais prolonger la question de Coralie, puisqu'elle n'est pas allée au bout. Qui peut remplacer Annie Chapelier? Je sais pas, mais il y aura un candidat. Ou une candidate. Parce que je ne sais pas aujourd'hui. Vous avez déjà son nom dans votre tête? On a déjà des candidatures, oui. Par exemple? Ah, je vous en donnerai pas. Oh, allez. Ah non. Allez, rapidement, parce que les sociétaires ce soir, ils sont en forme et ils avaient envie d'interpeller peut-être à nouveau. Alors, juste au niveau de Brahim, la croissance, rapidement, s'il vous plaît. Je sais que pendant la crise, il a fait des bonnes choses, l'accompagnement des entreprises, mais il faut comprendre quand même que les plus grosses entreprises, ceux qui se sont le plus enrichis, ce sont les gros groupes. Je veux dire, les 5 grandes puissances, en fait, ont emmagasiné plus de richesses que 40% de la population la plus pauvre de France. C'est ça qu'il faut retenir. C'est la répartition des richesses. Non, c'est les niches fiscales qu'il y a derrière. Et c'est ça. Après, oui, mais donc du coup, il a plus favorisé cela que on va dire que le peuple en général. Moi je crois pas, je crois qu'il a servi. Oui, mais je l'ai dit ici à plusieurs reprises, Jérôme. Mais par contre, il faut le prendre en compte, ça, Jérôme. Il ne faut pas tout prendre mal. Il nous reste un quinquennat pour le faire. Adelin, est-ce que vous vouliez interpeller une toute dernière fois notre invité? Vous avez dit que votre priorité pour la campagne, c'était l'éducation. Le pourcentage de bacheliers à Alès, c'est combien? Vous avez une idée? Absolument pas. 18%. Après, c'est pas Emmanuel Macron qui est en faute, non. là. Hein. Mais je suis allé vérifier après notre débat avec M. Rivinc. Sur le quinquennat, ça n'a pas bougé. Voilà. L'éducation, il a dit vous allez avoir. L'éducation, c'est votre priorité. Hein. On voit comment vous gérez vos priorités. C'est tout, voilà. Quel taux de réussite à Montpellier pour le bac? Montpellier, ils sont un peu en dessous, ils sont aux alentours de 40%. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Et à Roubaix. Merci. Non, à Roubaix, t'es comme pas. Questions à deux balles. Montpellier, je m'y attendais. J'avais regardé Montpellier-Marseille, tu vois. Merci beaucoup, Monsieur Talon, d'avoir répondu à toutes nos questions.